L'ami de mon petit ami lui a fait croire que j'étais trop bête pour lui, sous prétexte que je n'étais qu'une technicienne de laboratoire. Alors, j'ai mis fin à sa carrière. Je sortais avec Nathan depuis 2 ans, tout roulait entre nous. On s'était rencontrés lors d'une soirée quiz, tous les deux ingénieurs dans l'aérospatiale, mordus de randonnée et de documentaires. Je bossais dans un labo de recherche à concevoir des composants pour des satellites, lui conseillais des boîtes aéronautiques. On avait trouvé notre rythme de croisière. On cuisinait ensemble en parlant de nos projets, on se filait un coup de main quand l'un bloquait sur un problème, et on avait une vraie admiration pour l'intelligence de l'autre. Puis Nathan a recroisé Mélissa, une amie du lycée, à une réunion d'anciens, et elle s'est tout de suite incrustée dans nos sorties. Elle préparait un doctorat en physique théorique et, dès le début, ramenait tout à la mécanique quantique. J'essayais de la suivre, posais des questions parce que ça m'intéressait vraiment, mais elle me répondait comme à une gamine, puis se tournait vers Nathan en lâchant. Ce n'est pas mignon cette envie de comprendre, Nathan en rigolait, mais ça, c'était juste quand il était là. Durant les dîners, elle ramenait systématiquement la discussion sur ses recherches, puis s'excusait auprès de moi de me gaver avec ses trucs de cerveau. J'ai quand même 2 masters, mais visiblement ça ne comptait pas. Une fois, durant une soirée quiz sur l'exploration spatiale, je réponds juste à toutes les questions. C'est mon domaine, après tout. Mélissa dit à Nathan que j'ai sûrement tout appris par cœur sans piger grand-chose. Nathan opine et ose carrément proposer qu'on laisse parfois les autres gagner. Je laisse passer, mais je commence à remarquer que Nathan doute de moi sur des sujets où avant, il ne m'aurait jamais questionné. Typiquement, quand je répare la box, il me demande si je sais vraiment ce que je fais ou si ce n'est pas juste un coup de bol. Quand je l'aide à optimiser son code, il envoie le tout à Mélissa pour validation. Elle trouve des erreurs qui n'existent pas. Le déclic arrive lors de la soirée de son entreprise. Je parle de propulsion avec son boss. Mélissa débarque et précise bien au patron que je suis la copine de Nathan qui fait de la technique en labo. Mais le patron s'étonne. Pensait que j'étais l'ingénieur qui avait publié sur la gestion thermique. Mélissa rigole en disant que ça doit être une autre femme du même nom, parce que les maths, c'est un peu costaud quand même. Je la corrige, mais elle a déjà entraîné Nathan ailleurs. Sur le trajet du retour, Nathan me sort que Mélissa s'inquiète pour nous, que les couples marchent mieux quand les deux sont sur la même longueur d'onde intellectuellement, et que je serais sûrement plus heureuse avec quelqu'un de mon niveau. J'essaye de savoir ce qu'il veut dire par là, et là il me sort que Mélissa trouve que j'ai du mal avec l'abstrait, que je m'accroche trop au concret. À ce stade, elle avait réussi à lui faire croire que j'étais trop limitée pour lui. Je lui demande carrément s'il pense la même chose. Il m'avoue que Mélissa marque des points et que nos échanges sont la plupart du temps superficiels. On avait passé la semaine à débattre de l'impact philosophique de transférer la conscience humaine sur Mars, mais bon, appelons ça superficiel. J'ai parfaitement compris le scénario, mais j'ai préféré jouer la montre. J'ai commencé à surjouer la naïveté quand Nathan m'expliquait des trucs, à demander à Mélissa de ralentir dès qu'elle parlait. J'ai même acheté plein de bouquins de vulgarisation que j'ai laissés traîner partout. Mélissa a adoré, elle s'est mise à m'appeler la gentille petite copine un peu simple de Nathan. Pendant ce temps, je préparais mon coup. Par hasard, son directeur de thèse, le Dr Harrison, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà bossé sur 3 articles. Il ignorait tout du lien entre Mélissa et Nathan. Je lui propose de collaborer sur un projet sur la navigation satellitaire et la physique quantique. Il accepte, et sans que Mélissa s'en doute, commence à m'envoyer ses propres travaux pour solliciter mon regard. Mon expérience terrain complétait parfaitement ses recherches théoriques. Le problème, c'est que Mélissa recyclait beaucoup. Elle reprenait des structures existantes, camouflait le tout avec des maths poussées, mais au fond, ça embrouillait plus que ça n'éclairait. Son code était bancal, ses conclusions zappaient totalement le réel. Je fais un rapport carré, relève les faiblesses, les oublis de source, chaque moment où la pratique démonte ses jolies théories. Le docteur Harrison tombe des nues d'avoir loupé tout ça. Et puis je découvre le pire. Des paragraphes entiers piqués à des articles russes introuvables, sans aucune référence. Pas de quoi être spoté par un logiciel anti-plagiat, mais largement assez pour ruiner une carrière. Je compile tout, envoie le dossier au docteur Harrison qui me rappelle immédiatement. Réunion de crise dans la semaine. Mélissa pense venir valider sa thèse. On lui présente mon dossier. Elle tente de se défendre, parle de coïncidence, mais j'ai relevé 17 exemples bien précis sur 4 articles différents. Résultat, financement coupé, 2 semaines pour vider son bureau. Nathan m'appelle, paniqué, parce que Mélissa craque, persuadée d'avoir été trahie, sans deviner qui, puisqu'à force de reprendre tout le monde de haut, elle s'est mise à dos à peu près tous les doctorants du département. Nathan insiste, veut que je l'aide quand même. J'ai répondu, bien sûr. Je me suis pointée avec du thé et des biscuits. Dans son bureau qui empestait le café froid et l'encre d'imprimante, coincée au milieu de ses étagères et de ses piles de papiers en vrac, Mélissa était recroquevillée, le visage dans les mains, secouée de sanglots. Mon thé, intact, trônait à côté de l'ordinateur, laissant échapper des volutes qui se perdirent dans l'air. Je me suis assise en face d'elle, le cœur battant si fort que je le sentais cogner dans ma gorge, et j'ai attendu qu'elle épuise ses larmes. Elle répétait inlassablement les mêmes phrases. Quelqu'un m'a tendu un piège. Ce n'est pas possible, ce plagiat. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Je me contentais d'acquiescer, glissant quelques mots compatissants alors que, sous le bureau, mes mains agrippaient nerveusement mes genoux. Chaque fois qu'elle relevait vers moi ses yeux rougis et gonflés,
Je devais faire un effort pour afficher une expression inquiète plutôt que satisfaite. C'était exactement ce que je visais, ce pourquoi j'avais patiemment comploté et œuvré pendant des semaines. Mais me trouver là, face à l'effondrement de son univers, n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas désagréable, juste déconcertant. Elle attrapa un mouchoir, se moucha, puis se remit à décortiquer les conclusions du comité, brandissant l'écran de son ordinateur, comme si j'y trouverais une faille. Je me penchai pour faire mine de découvrir le document, que j'avais en réalité rédigé de mes propres mains, alors qu'elle me demandait si je décelais une erreur dans leur jugement. Franchement, ça paraît très solide, ai-je répondu. Son visage se crispa à nouveau et elle enfouit sa tête dans ses mains. Mon téléphone vibra dans ma poche, alors que Mélissa fondait à nouveau en larmes. J'ai jeté un œil. Nathan m'écrivait. Il voulait savoir si Mélissa avait laissé entendre qui aurait pu... J'ai mis un temps infini à fixer le message, glacé de l'intérieur. Il n'imaginait rien. Il écrivait à sa copine pour obtenir des infos, alors que j'étais là, devant son amie dont je venais tout juste de ruiner la carrière. J'ai répondu qu'elle était beaucoup trop bouleversée pour s'exprimer clairement, ce qui, techniquement, n'était pas un mensonge, et j'ai suggéré de lui laisser de l'espace tant que l'enquête suivait son cours. Il a envoyé un emoji inquiet, promettant de prendre de ses nouvelles le lendemain. J'ai reposé mon téléphone, jetant un regard à Mélissa, qui fixait désormais son écran d'un air complètement absent. Elle m'a demandé si je pensais que Nathan voudrait encore lui parler après tout ça. Je lui ai assuré, bien sûr que oui, ça ne change rien à ce que tu es. Mes paroles me semblaient creuses, mais elle a eu l'air d'y trouver un peu de réconfort. Elle m'a remercié d'être venue, ajoutant qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans soutien en ce moment. Je suis restée encore une vingtaine de minutes, à lancer de l'eau pour le thé et à l'écouter évoquer ses recherches, toutes ces années parties en fumée. En partant, elle m'a serré dans ses bras sur le seuil, murmurant que j'étais une vraie amie. La semaine suivante s'est déroulée dans une sorte de brouillard. Nathan ne cessait de m'envoyer des messages au sujet de Mélissa, se plaignant qu'elle ne répondait ni à ses appels ni à ses textos, et s'inquiétant pour elle. Il affirmait « Elle a toujours été fière, ça doit la dévaster ». J'ai acquiescé, suggérant qu'elle avait sûrement besoin de temps pour encaisser. Mercredi soir, on était affalés sur son canapé quand il a relancé le sujet, se demandant s'il ne devrait pas passer directement chez elle pour voir comment elle allait. Je lui ai déconseillé, estimant qu'elle était sûrement trop honteuse à l'idée de revoir qui que ce soit du labo pour l'instant. Il a hoché la tête, mais n'a pas cessé de jeter des coups d'œil à son téléphone, comme s'il espérait qu'elle lui réponde. Jeudi, il m'a demandé si j'avais eu de ses nouvelles. J'ai dit non. Vendredi, il s'est demandé à voix haute s'il aurait dû voir venir que sa recherche avait un problème. J'ai ravalé ce que je savais et lui ai rappelé qu'il n'était pas physicien théoricien. Il ne pouvait pas deviner. Il a eu l'air soulagé, et il est passé à autre chose. Le samedi, il revenait sans cesse sur ses inquiétudes. Pensais-je qu'elle s'en sortirait, qu'on pouvait se relever d'une fraude académique, ou si sa carrière était vraiment fichue? J'ai dû jouer les personnes aussi angoissées que lui, hochant la tête tout en lui soufflant quelques banalités rassurantes, alors qu'au fond, je sentais ce curieux mélange de victoire et de culpabilité. Ce sentiment m'a prise de court. Je croyais n'éprouver que de la satisfaction. Mais au lieu de ça, je revoyais, en boucle son visage dans ce petit bureau, ses mains tremblantes en me tendant le fameux rapport. Lundi matin, de retour au labo, j'ai tenté de me plonger dans mon vrai boulot. Cara m'a trouvé à la machine à café, à mon 3e gobelet, appuyé contre le comptoir. Elle m'a demandé si ça allait. J'ai répondu que tout roulait, mais elle m'a regardé d'un air soucieux. Elle a dit « Je te trouve différente en ce moment, plus sûre de toi mais aussi plus distante, comme si tu cachais un truc. » J'ai éludé d'un rire, prétextant que le boulot était stressant. Elle a enchaîné. « Et avec Nathan, ça va ?» J'ai senti mon sourire crispé. Je ne m'attendais pas à ça, et tout à coup j'ai réfléchi à ce que cette histoire avait mis à jour dans mon couple. Nathan avait cru Mélissa avant moi. Il avait remis en question mon intelligence, mes compétences, ma capacité à saisir des notions de base dans mon propre domaine, et ça sans hésitation, si vite, comme si nos 2 ans pesaient peu face à quelques semaines d'avis de Mélissa. Je réalisais que je n'y avais même pas pensé jusque-là. J'étais tellement concentrée sur ma vengeance contre Mélissa que je n'avais pas pris le temps de me demander ce que cela révélait chez Nathan, qui avait été si rapide à croire que j'étais trop limitée pour lui. Cara attendait toujours une réponse, j'ai fini par lâcher. Avec Nathan, en ce moment c'est compliqué. Elle a proposé d'en parler. J'ai décliné. Elle m'a pressé l'épaule, puis est repartie à son bureau. Ce soir-là, Nathan est arrivé chez moi avec des plats tout prêts. On a mangé affalé sur le canapé en regardant un documentaire sur les créatures abyssales. À mi-parcours, il a mis pause et s'est tourné vers moi, très sérieux. J'ai beaucoup réfléchi à ce que Mélissa a dit sur notre compatibilité intellectuelle. J'ai senti une boule nouer mon ventre, mais j'ai gardé un visage neutre. Il a continué, se demandant s'il n'avait pas été injuste avec moi. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il s'est tortillé puis a reconnu que certaines remarques de Mélissa, sur ma soi-disant difficulté avec l'abstrait, étaient peut-être sans fondement, qu'il s'était peut-être contenté de croire ce qu'elle voulait lui faire croire. J'ai senti la colère monter en moi,
comme une vague chaude et sourde. Il ne s'était mis à douter de son comportement que maintenant, parce que Melissa n'était plus là pour valider sa version des faits. Pas parce qu'il avait eu une illumination soudaine, ni parce qu'il s'était interrogé sur la blessure qu'il m'infligeait par son attitude. Non, c'était simplement qu'il venait de perdre sa source d'information. Je lui ai alors demandé sans détour s'il pensait sincèrement que j'avais des difficultés avec les concepts abstraits. Il a marqué une hésitation avant de répondre. Je ne sais pas. Melissa était convaincante. Ma colère est remontée d'un coup. Je lui ai demandé s'il se souvenait de la conversation qu'on avait eue sur la conscience et l'exploration de Mars. Il a dit oui. J'ai poursuivi. Cette discussion lui avait-elle semblé superficielle à l'époque, avant que Melissa ne lui souffle cette idée? Visiblement mal à l'aise, il a admis que non. J'ai posé mon assiette et me suis levée. Nathan m'a demandé où j'allais. J'ai répondu « Nulle part. J'ai juste besoin de marcher un peu ». Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé le parking, en bas. C'est là que la décision s'est imposée à moi, très clairement, comme si elle était là, tapie dans l'ombre depuis le début. Je me suis retournée et lui ai dit « Il faut que je t'explique un truc ». Il a posé son assiette à son tour et s'est penché en avant. Calmement, je lui ai raconté comment j'avais examiné les dossiers de Melissa pour le Dr Harrison, comment j'avais découvert le plagiat, tout ce que j'avais consigné, qui avait mené à son exclusion du doctorat. Mes mots sortaient posément, sans hésitation. Je lui ai expliqué comment j'avais pris contact avec Harrison, que l'histoire du projet de navigation quantique n'était qu'un prétexte pour accéder à ces documents, et comment j'avais retrouvé des passages entiers, copiés mot à mot depuis des publications russes. J'ai poursuivi, lui expliquant comment j'avais rédigé le rapport qui avait ruiné la carrière de Melissa, comment c'était moi qui avais signalé son dossier au comité d'intégrité universitaire. Le visage de Nathan s'est décomposé. On aurait dit qu'il venait d'apprendre l'impensable. Un silence interminable s'est installé. Il a fini par demander pourquoi j'avais fait quelque chose d'aussi radical. Sa voix était étouffée, mais j'y sentais toute la stupeur. Je suis retournée m'asseoir sur le canapé, gardant délibérément un peu de distance. Je lui ai rappelé l'épisode du routeur, ce jour-là où il m'avait demandé si je savais vraiment ce que je faisais ou si je n'avais eu qu'un coup de chance. La fois où, pour relire du code, il avait préféré que Melissa vérifie mon travail, alors que je programmais bien avant elle. La soirée de l'entreprise, quand elle avait raconté à son chef que je n'étais qu'une technicienne de laboratoire et s'était moquée à l'idée que je puisse avoir rédigé ce papier sur la gestion thermique, la voiture du retour où il m'avait suggéré que je serais plus heureuse avec quelqu'un d'un niveau plus proche du mien. Toutes les fois, en somme, où il avait remis en cause mes capacités sous l'influence des mensonges de Melissa. Tous ces exemples sortaient comme des pièces au dossier d'un procès. À chaque récit, son teint pâlissait un peu plus. Quand j'ai eu fini, il a tenté d'articuler quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'interrompre. Je lui ai aussi rappelé cette fois où, au quiz, il avait accepté de donner leur chance aux autres équipes, convaincu que je ne faisais que réciter des faits par cœur. Il a refermé la bouche, les yeux fixés sur ses mains. Il a bredouillé une défense. Melissa était convaincante. Elle avait un doctorat. Elle semblait faire autorité, surtout dans tout ce qui touchait aux sujets intellectuels. Je l'ai coupé net. Je lui ai demandé si mes 2 masters n'étaient l'un pas suffisants pour être crédibles, si mes publications ne prouvaient rien, si 6 ans passés en ingénierie aérospatiale n'étaient pas la preuve que je maîtrisais les concepts abstraits. Je sentais ma voix monter à chaque question. Je lui ai demandé s'il avait vraiment eu besoin que Melissa lui confirme que j'étais intelligente, ou s'il aurait pu s'en rendre compte tout seul après 2 ans de relation. Sur son visage, la tristesse était palpable, comme si je venais de le gifler. Tant mieux, à vrai dire. Pour la première fois, il réalisait vraiment la gravité de ce qu'il avait fait à notre couple. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée sans rien dire. J'ai attendu qu'il parle. Il a fini, après un temps, par dire qu'il ne savait pas quoi répondre et que poser tout cela à plat lui faisait prendre conscience de son erreur. Je lui ai répondu que le problème n'était pas tant qu'il se soit trompé, mais qu'il se soit laissé aussi facilement convaincre de mon incompétence qu'une fille qu'il n'avait pas vue depuis le lycée ait pu, en quelques semaines, le faire douter de mon intelligence la plus basique. Nathan m'a alors demandé si le plagiat était vrai ou si j'avais tout inventé pour nuire à Melissa. Sa question m'a tellement mise en rage qu'il a fallu que je prenne une inspiration avant de répondre. J'étais profondément blessée de voir qu'il doutait encore de mon honnêteté professionnelle, même après tout ça. Je suis allée chercher mon ordinateur, ouvert mes mails pour retrouver les fichiers envoyés au Dr Harrison, et je lui ai montré, preuves à l'appui, les articles russes d'origine à côté du travail de Melissa. Je lui ai montré les paragraphes repris à l'identique, les tournures de phrases copiées, les équations tout simplement recopiées telles quelles. Je lui ai fait parcourir les 17 passages dupliqués, répartis dans ces 4 articles. Je lui ai expliqué comment elle avait juste changé quelques mots pour tromper les logiciels anti-plagiat, tout en conservant la structure et le fond sans jamais citer ses sources. Je l'ai fait vérifier chaque texte, ligne après ligne, sous ses yeux. J'ai vu sur son visage qu'il comprenait enfin, la fraude de Melissa était authentique. Je n'avais rien inventé, je n'avais fait que mon métier de relectrice, tout simplement. Il s'est effondré dans le fauteuil,
le visage dans les mains, puis il a murmuré qu'il était désolé, qu'il n'aurait jamais dû penser que j'aurais pu inventer tout cela. J'ai fermé mon ordinateur et précisé que oui, le plagiat était bien réel, mais que ça ne changeait pas la raison pour laquelle j'avais mis tout en œuvre pour le mettre au jour. On a passé les 3 heures suivantes à tout remettre à plat. Nathan n'a cessé de s'excuser, répétant qu'il ne comprenait pas comment il avait pu se laisser berner de la sorte. Il a reconnu s'être laissé prendre par l'assurance de Mélissa et par le malaise de ne pas avoir, lui, de doctorat. Il a avoué avoir toujours eu un complexe d'infériorité, l'impression de ne pas être à la hauteur, que son statut de consultant semblait bien fade face au monde de la recherche, et que Mélissa avait su exploiter cette faiblesse à merveille. Elle lui donnait l'impression d'appartenir à une sorte de cercle intellectuel, valorisant son avis sur moi. J'ai tout écouté en me demandant si je serais un jour capable de pardonner à quelqu'un d'avoir été aussi prompte à douter de mes compétences. Une partie de moi pouvait admettre que l'insécurité pousse parfois à des réactions absurdes, mais une autre n'arrivait tout simplement pas à oublier combien il s'était retourné contre moi sans la moindre hésitation, adoptant pleinement sa version. Il m'a demandé à quoi je pensais. J'ai répondu que je n'en savais rien, que j'avais besoin de temps pour encaisser tout ça, pour voir si la confiance pouvait renaître après un tel choc. Il a hoché la tête, disant qu'il comprenait et qu'il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. On est resté assis là, chacun à une extrémité du canapé, le documentaire figé sur l'écran, les boîtes du traiteur froide oubliées sur la table basse entre nous. Après minuit, j'ai quitté l'appartement de Nathan, pris ma voiture pour rentrer chez moi, les mains tremblantes sur le volant. La discussion tournait en boucle dans ma tête. Son regard me hantait, comme s'il me découvrait soudain après des mois de distance. Une fois de retour chez moi, je me suis affalée dans l'obscurité pendant 1 heure sur mon canapé, incapable de digérer tout ce qui venait d'arriver. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Nathan pour lui dire que j'avais besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce que nous étions devenus. Il a répondu sans attendre, me demandant combien de temps il me faudrait, et je lui ai avoué que je n'en avais aucune idée. Le soir même, il est venu chez moi, 2 cartons à la main, le visage fermé et épuisé. Il avait rassemblé toutes ses affaires, sans que j'aie eu à lui demander. Je l'ai regardé vider l'armoire de ses chemises, la salle de bain de ses produits, emporter le livre qu'il lisait, toujours posé sur ma table de nuit. Il a tout rangé sans un mot, avec une délicatesse étrange, comme pour ne surtout rien troubler. Lorsqu'il a eu fini, il s'est arrêté sur le seuil, les 2 cartons serrés contre lui, et m'a demandé si c'était vraiment ce que je voulais. J'ai répondu que c'était nécessaire pour moi, en ce moment. Il a hoché la tête, s'est éclipsé sans rien ajouter. Après son départ, j'ai arpenté l'appartement en découvrant partout les absences. Le rebord du lavabo soudain bien vide, sans son rasoir, une place libre dans le placard là où ses vestes étaient accrochées. Mais étrangement, mon appartement me paraissait enfin à moi, comme si j'y retrouvais de l'espace, après avoir partagé mon quotidien avec quelqu'un qui, finalement, ne me voyait plus vraiment. 3 jours plus tard, alors que je lançais des simulations au travail, un mail du Dr Harrison est arrivé. Il me remerciait d'avoir relu avec autant de soin le travail de Mélissa, ajoutant que mon œil attentif avait été précieux. Il me confiait aussi que 2 autres doctorants lui avaient fait part de doutes sur de précédentes collaborations avec Mélissa. Apparemment, ma relecture avait déclenché une vérification approfondie de toute sa carrière universitaire. Je suis restée longtemps devant ce message. J'éprouvais une forme de soulagement d'avoir levé le voile sur quelque chose d'injuste, mais aussi une vraie culpabilité, lucide sur le fait que tout était parti de moi. Sans cette histoire, sans mon trouble après tout ce que Mélissa avait fait à ma vie privée, quelqu'un aurait-il fini par repérer le plagiat? D'autres auraient-ils osé parler? J'ai fermé ma messagerie, tenté de m'y remettre, mais impossible de penser à autre chose. Une simple relecture avait provoqué la chute d'une carrière. Ce vendredi soir-là, alors que je traînais encore devant mon écran à 19h, Cara m'a rejoint. Elle m'a proposé d'aller boire un verre et j'ai accepté sans me faire prier. On s'est retrouvés dans un bar près du labo, celui où on avait nos habitudes lors des apéros d'équipe. À peine les verres commandés, elle m'a demandé ce qui n'allait pas, parce que je lui avais semblé ailleurs toute la semaine. Je n'avais pas prévu de me confier, et pourtant tout est sorti d'un coup. La façon dont Mélissa m'avait sapé, la facilité avec laquelle Nathan l'avait cru, la découverte du plagiat et l'ouverture de l'enquête. Absolument tout. Je craignais de voir Cara choquée ou déçue par mes choix. Au lieu de ça, elle a écouté jusqu'au bout. Puis elle m'a assuré que je n'avais rien inventé, que j'avais juste mis la lumière sur une fraude qui aurait fini par sauter aux yeux. Elle m'a aussi rappelé que le comportement de Mélissa envers moi relevait du sabotage pur, que ce n'était pas innocent et que, si plagiat il y avait, Mélissa ne s'en prenait qu'à elle-même. J'avais simplement été celle qui était tombée dessus. Entendre tout ça de la bouche de quelqu'un d'autre m'a soulagée, du moins en partie. Le mardi suivant, j'ai reçu un message de Nathan qui me demandait si on pouvait reparler. Il me disait avoir beaucoup réfléchi à son attitude, qu'il comprenait à présent que le vrai problème n'était pas seulement lié à Mélissa.
Il a admis que mes compétences sur le terrain et ma débrouillardise l'avaient souvent complexé, et que ça l'avait rendu vulnérable dès qu'on affirmait, en face de lui, que la théorie valait mieux que l'expérience. Il voulait discuter, si j'acceptais. J'ai mis une bonne heure avant de décider de répondre. Une part de moi aurait préféré rester sur ma réserve et tourner la page, mais une autre avait besoin de comprendre comment on en était arrivé là. J'ai fini par accepter de le voir autour d'un café le samedi. Quand je suis arrivée, Nathan était déjà installé, un carnet posé devant lui, ce qui m'a surprise. Après avoir commandé, il a fait glisser le carnet vers moi. Il avait noté, de mémoire, tous les moments des 6 derniers mois où il avait remis en question mon intelligence ou mes compétences. Il y en avait bien plus que tout ce dont je me souvenais. Des fois où il m'avait demandé si j'étais sûre de tels détails techniques, d'autres où il avait vérifié mon travail, ou pris la peine de m'expliquer des choses que je maîtrisais déjà. J'avais oublié certains de ces épisodes, tant ils paraissaient anodins sur le moment, mais les voir alignés, l'un après l'autre, révélaient une tendance bien ancrée, qui remontait à bien avant l'arrivée de Mélissa. Elle n'avait rien inventé, elle n'avait fait qu'exacerber ce qui existait déjà. J'ai lu la liste avec une boule dans la gorge, la colère et la peine se mélangeant à nouveau, tandis que Nathan me regardait sans rien dire, attendant que j'aille au bout. Ensuite, il m'a demandé si, à mon avis, on pourrait recoller les morceaux, ou si la blessure était trop profonde pour être réparée. On a passé les 2 heures suivantes à réexaminer ce qui fondait vraiment notre couple, à se demander si, au fond, tout ça avait déjà été aussi solide que je le croyais. Nathan a admis qu'il se sentait souvent en décalage parce qu'il n'avait pas de doctorat et travaillait dans le conseil plutôt qu'en recherche. Il m'a confié qu'il avait toujours eu ce complexe de ne pas être assez brillant face à ceux qui faisaient de la théorie. Quand Mélissa est arrivée avec ses grands airs, à parler de concepts abstraits et de mécanique quantique, il a eu l'impression qu'un cercle d'initiés s'ouvrait devant lui. Être d'accord avec elle à mon égard, c'était, pour lui, une façon de montrer qu'il pouvait faire partie du club. Je lui ai rétorqué que ce n'était pas une excuse pour rabaisser la personne qu'on aime. Il a reconnu le tort, disant qu'il en avait conscience et qu'il devait apprendre à accorder plus de valeur à son propre jugement, à ses propres ressentis dans ses relations avec les autres, au lieu de donner crédit à ceux qui fanfaronnent ou affichent les meilleurs diplômes. Je lui ai demandé s'il se sentait réellement capable de changer cette tendance, tant ça semblait ancré en lui. Il a avoué ne pas savoir, mais m'a assuré qu'il voulait essayer, à condition que je lui laisse une chance. Je lui ai répondu que j'avais besoin de réfléchir, et que la vraie question était de savoir si j'arriverais à lui refaire confiance après tout ça. Si le fait de savoir qu'il avait pu si rapidement douter de mes compétences à cause de Mélissa était quelque chose que je pourrais vraiment dépasser. On a quitté le café sans avoir pris la moindre décision sur la suite de notre histoire. Toute la semaine, j'ai ressassé ces échanges, et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un avis extérieur, de quelqu'un qui comprendrait aussi les enjeux professionnels. J'ai donc écrit à Julian Lozano, mon ancien prof de master avec qui j'étais restée en contact, pour lui exposer la situation. Comment j'avais découvert le plagiat de Mélissa en relisant son travail pour le docteur Harrison, et pour lui demander ce qu'il en pensait, du point de vue de l'éthique. Julian m'a appelé dès le lendemain, préférant parler de vive voix. Il m'a écouté jusqu'au bout, puis il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment prise de court. Pour lui, signaler une fraude académique est un devoir moral pour toute personne qui y est confrontée, quels que soient les motifs personnels qui poussent à examiner le dossier de plus près. Repérer le plagiat et le dénoncer, c'est ça qu'il fallait faire. Point. Il a insisté sur le fait que notre système repose entièrement sur la confiance et l'honnêteté. Garder pour soi la découverte d'une fraude aurait été bien plus condamnable. Peu importaient finalement mes raisons, ce qui comptait, c'était la réalité de ce que j'avais trouvé et l'obligation d'y faire face. Cette conversation m'a soulagée d'une bonne partie de la culpabilité qui me rongeait. 2 semaines après le départ de Nathan, j'ai reçu un email de Mélissa qui m'a coupé le souffle. Juste, je sais que c'était toi en objet. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. À ma grande surprise, son message ne respirait ni la colère ni l'accusation, mais une certaine résignation, presque de la tristesse. Elle avait compris qu'il existait un lien entre moi et le docteur Harrison, sans doute en épluchant ces échanges après que tout ait été révélé. Elle écrivait qu'elle savait désormais que c'était moi qui avais examiné son travail et mis en lumière tous les problèmes. Mais ce qui m'a saisi, c'est qu'elle a aussi admis le plagiat, qu'au fond, elle s'était persuadée que les similitudes avec ses articles russes tenaient du hasard, parce que ça lui paraissait évident. Mais avec 17 exemples mis sous le nez, elle ne pouvait plus faire l'autruche. Elle a reconnu qu'elle avait été négligente, qu'elle avait bâclé son travail et cherché des raccourcis parce qu'elle était à la traîne dans ses recherches. Elle savait que ce n'était pas correct, mais s'était auto-convaincue que ça n'était pas si grave. Elle terminait en disant qu'elle ne m'en voulait pas, parce que c'était juste la vérité. J'ai relu ce mail 3 fois, un peu interdite, à essayer de démêler ce que j'en ressentais. Je crois qu'une part de moi s'attendait à ce qu'elle me déteste et me fasse passer pour la responsable de tous ses malheurs. Cette forme d'acceptation et de lucidité face à ses propres actes
C'était presque plus perturbant encore. Je n'ai pas répondu à Mélissa, mais j'ai transféré son mail à Nathan. Il devait voir que son amie était non seulement malhonnête, mais qu'en plus, elle avait activement cherché à détruire notre couple. Nathan m'a appelé moins de 10 minutes plus tard, bouleversé. Il n'arrêtait pas de s'excuser, en répétant qu'il réalisait enfin ce qui s'était réellement passé, que Mélissa l'avait manipulé, tout en manquant elle-même complètement d'intégrité depuis le début. Il m'a confié qu'il se sentait idiot de ne pas avoir compris plus tôt, d'avoir cru en elle au lieu de me croire, moi. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais qu'au fond, je ne savais toujours pas ce que ça voulait dire pour nous. On a poursuivi la discussion pendant près d'une heure sur tout ce qui s'était passé. À la fin, Nathan m'a demandé si j'accepterais l'idée qu'on tente une thérapie de couple. Il a reconnu que nos problèmes de confiance et de communication étaient profonds et qu'il ne s'en sortirait pas seul, et que si on voulait avoir une vraie chance de sauver quelque chose, il nous fallait de l'aide extérieure. J'ai été surprise qu'il fasse la démarche, vu le scepticisme qu'il affichait autrefois pour la thérapie, mais j'ai accepté, parce que je n'étais pas encore prête à tirer un trait sur notre histoire. On a commencé à voir une thérapeute dès la semaine suivante. La première séance était un peu étrange et tendue. Chacun campait à sa place sur les bords du canapé beige, à essayer d'expliquer comment on en était arrivé là. La thérapeute s'est beaucoup renseignée sur notre parcours et sur les moments où Mélissa était intervenue entre nous. Au fil des séances, elle nous a aidés à mettre le doigt sur des schémas qui nous échappaient totalement. Elle a pointé du doigt l'insécurité de Nathan vis-à-vis de sa carrière, ce qui l'avait poussé à minimiser l'expérience de terrain et à accorder une importance démesurée au titre et à la théorie. Cette dynamique avait rendu notre couple d'autant plus vulnérable à quelqu'un comme Mélissa, qui se présentait sans cesse comme supérieure intellectuellement. La thérapeute m'a aussi poussé à me remettre en question, à réfléchir à ce réflexe de vengeance plutôt que d'avoir affronté le problème frontalement, et à ma manière, parfois involontaire, d'avoir laissé Mélissa m'installer dans le rôle de la moins légitime au lieu de défendre ma place dès le début. Elle a expliqué que nous avions tous les deux du chemin à faire, surtout en ce qui concerne la communication et la confiance, si on voulait vraiment reconstruire une relation solide. Nathan s'est mis à travailler sur ses insécurités, à reconnaître la valeur de différentes formes d'intelligence et de compétences. Quant à moi, j'ai fait des efforts pour exprimer plus clairement ce que je ressentais, au lieu de laisser la rancœur s'installer jusqu'à ce que j'en arrive à des comportements destructeurs. On avançait doucement, et certaines séances de thérapie ont été particulièrement éprouvantes, avec parfois l'un de nous deux sur la défensive ou submergé par ses émotions. Pourtant, petit à petit, on a senti que les choses évoluaient. Après 3 mois, l'ambiance entre Nathan et moi s'était apaisée, même si tout avait changé. On parlait enfin ouvertement de ce qu'on ressentait, au lieu de partir du principe que l'autre devinait automatiquement. Dès qu'une remarque de sa part me blessait, je lui en faisais part immédiatement, sans laisser la frustration s'installer. De son côté, quand il doutait de lui ou de notre histoire, il le disait franchement, sans retourner le problème contre moi de façon détournée. Restait toutefois entre nous une sorte de prudence nouvelle, une vigilance qu'on n'avait jamais connue avant, comme si on redoutait tous les deux le moment où tout pourrait à nouveau basculer. Chacun, à sa manière, scrutait chez l'autre le moindre signe de doute ou de méfiance. Il m'arrivait de me demander s'il allait remettre en question ce que je disais, et je voyais bien qu'il se posait la même question, guettant si j'étais contrariée ou si j'étais en train d'élaborer un plan. Ce n'était pas vraiment négatif, juste différent de la confiance, un peu naïve, qu'on avait partagée autrefois. On était en train de construire quelque chose de plus authentique, mais cela exigeait plus d'énergie, plus d'attention que ce à quoi on était habitué. Un mardi après-midi, ma chef m'a appelé dans son bureau. J'ai cru que j'avais fait une bourde lors des essais sur les composants satellites. En réalité, elle m'a annoncé qu'on me promouvait ingénieur principal. Il y avait une belle augmentation à la clé, et j'allais pouvoir diriger ma propre équipe sur la nouvelle génération de systèmes de navigation. J'ai eu un moment d'incrédulité, tellement j'étais absorbée par ce qui se passait avec Nathan et Mélissa, que j'en avais oublié la période des promotions. Ma chef m'a expliqué que sa décision avait été évidente, vu mes publications, et ce que j'avais apporté techniquement sur l'année écoulée. Je l'ai remerciée, puis je suis retournée à mon bureau, fière, mais aussi soulagée. Le soir même, j'ai annoncé la nouvelle à Nathan. Il m'a prise dans ses bras tout de suite, et m'a dit qu'il était très fier de moi. Il a absolument tenu à organiser un dîner le week-end suivant, au cours duquel il a invité plusieurs de nos amis et quelques-uns de ses collègues. Durant la soirée, il ne cessait de parler à tout le monde de mes publications ou de mes réussites, parfois avant même que j'aie ouvert la bouche sur le sujet. Il racontait en détail les projets sur lesquels j'avais travaillé et expliquait tout l'intérêt de ce que je faisais. J'avais l'impression qu'on passait un test à deux. Lui, en me montrant qu'il estimait vraiment mon travail. Moi, en acceptant qu'il se réjouisse de ma réussite, sans chercher un sens caché derrière son enthousiasme. Quelques semaines plus tard, Cara est venue me trouver lors de la pause déjeuner, l'air un peu embêtée. Elle m'a confié qu'elle avait eu des nouvelles de Mélissa par des connaissances du réseau universitaire. Apparemment, Mélissa avait abandonné sa thèse. Ce n'était pas juste une simple pause. Elle avait vraiment arrêté,
quittant l'université pour retourner vivre chez elle, dans l'Ohio, et travailler dans l'entreprise familiale, dans l'immobilier commercial selon Kara. Elle estimait que je devais le savoir, vu tout ce qui s'était passé. Cette nouvelle a fait remonter en moi des sentiments mélangés. D'un côté, je me sentais satisfaite que Melissa ait dû répondre de ses actes, qu'elle ait subi les conséquences de ses manipulations et de ses tentatives pour ruiner mon couple. Elle s'était fait prendre et avait perdu la carrière dont elle était si fière. Mais de l'autre, j'étais assez mal à l'aise à l'idée que toute sa vie s'était effondrée. J'avais certes dénoncé une fraude et du mauvais travail, mais ce n'était pas dénué d'une certaine volonté de lui faire payer ce qu'elle m'avait fait. Constater à quel point tout s'était retourné contre elle, qu'elle avait tout perdu et dû abandonner l'université, ça me pesait bien plus que je ne l'aurais cru possible. J'ai remercié Kara de m'avoir mise au courant puis j'ai repris le boulot. Mais impossible de sortir ça de ma tête pendant plusieurs jours. Ce week-end-là, Nathan et moi avons reparlé de Melissa. Je lui ai raconté ce que Kara m'avait appris, en lui expliquant à quel point cette histoire me troublait. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais agi comme ça, que Melissa avait provoqué sa propre chute à force de mensonges, mais il voyait aussi combien porter tout ça me pesait. Ensemble, on s'est promis de poursuivre nos efforts, de rester unis, de continuer la thérapie et de construire quelque chose de plus solide et plus honnête que ce qu'on avait vécu jusque-là. Cette épreuve nous avait changés tous les deux. Je savais à présent que j'étais capable de préméditer une vengeance, d'orchestrer la chute de quelqu'un, et c'était un aspect de moi assez déstabilisant à accepter. Nathan, lui, avait pris conscience qu'il pouvait trahir une personne qu'il aimait, non par méchanceté, mais par faiblesse, manipulé par ses propres insécurités. Ce qu'on essayait de bâtir ensemble était plus sérieux qu'avant, certes plus difficile et exigeant, mais aussi plus stable, d'une certaine façon. Comme si on savait enfin qui on était vraiment, et qu'on choisissait de rester ensemble, malgré nos défauts et cette capacité à nous blesser. La méfiance n'avait pas totalement disparu, mais il y avait désormais autre chose, plus profond. La volonté d'être sincère l'un envers l'autre, même quand c'est compliqué, et de continuer à se faire confiance, tout en sachant pertinemment que cette confiance n'est jamais acquise pour de bon.